Donc, on va commencer par la présentation tout de suite pour parler un peu des différentes banques. Je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on fera une pause entre chacune des banques pour répondre à des questions de clarification par rapport à la présentation que vous venez de voir sur la banque concernée. Et ensuite, les questions d'ordre général attendront la fin. Comme ça, on pourra répondre globalement aux questions d'ordre général. Mais les questions précises, genre de clarification sur une banque particulière, peuvent être posées à la fin de la présentation. De toute façon, sinon vous allez oublier au bout de 6, ça va être fatigant. Alors, l'ordre, c'est comme ça, il faut appuyer, c'est ça? Ça ne fonctionne pas. Alors, il nous faut un ingénieur ici. Alors, je vais essayer de parler rapidement un peu de l'environnement économique. C'est important quand même qu'on plante le décor par rapport à l'environnement économique, qui est un peu assez compliqué en ce moment. Et ensuite, je passerai la parole à Laura, qui va exposer un peu les performances de la première banque, etc. Alors, sur la partie, aujourd'hui, tout le monde est au courant, on voit ça dans les news tous les jours. Il y a des pressions inflationnistes dans le monde entier. Okay. Et en humour particulièrement, on voit bien qu'on est passé d'un niveau d'inflation de 2 à 3%, un palier de 7 à 12%, ça dépend des pays. Ça, c'est l'inflation déclarée. Si on regarde l'inflation sur les produits alimentaires, on est plutôt à 20%. Okay. Donc c'est un niveau qui est extrêmement... On a beaucoup de fondamentaux des économies où nous opérons aujourd'hui qui sont dégradés fortement par une pression sur la partie endettement. Les pays ont un endettement qui a fortement augmenté, et plus particulièrement un service de la dette qui est devenu très lourd. La BCAO donc, a dû intervenir déjà, en dehors des bons du Trésor qui ont augmenté fortement, puisque j'ai commencé à noter jusqu'à 250 points de base, on verra les courbes tout à l'heure. Il y a eu aussi des mouvements importants au niveau de la Banque centrale qui a commencé un peu, qui a augmenté progressivement son taux directeur de 75 points de base à peu près à 2,75 pour probablement continuer. Aujourd'hui, ils servent à peu près à 5%. C'est juste pour vous donner l'information. Ça se joue en semaine près. Aujourd'hui, on est à 5, 5,50. Aujourd'hui, quand vous allez vous refinancer à la Banque centrale, et si on vous sert, je peux vous dire, il n'y a pas d'argent, allez voir ailleurs. Okay. Donc, il y a un ralentissement économique en plus qui a été opéré, un léger ralentissement économique annoncé en 2022, contre un rebond qui était attendu fortement après le Covid. On s'est dit, le Covid, c'est la fin, pas que ça va repartir, c'est que malheureusement, la guerre en Ukraine est arrivée, elle a tout anéanti. Voilà un peu la situation, c'est pas brillant, mais bon, il va falloir apprendre à naviguer dans les eaux troubles, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, juste pour illustrer un peu mes propos, vous avez à gauche, ici, vous avez sous vos yeux l'Euribor, donc c'est l'euro, aujourd'hui, à combien il s'est changé, ok. Et sur une semaine ou sur un mois, c'est les mêmes courbes, même sur 3 mois. Et à droite, vous avez les taux américains. Sur le côté gauche, vous voyez bien que depuis pratiquement janvier 2018, j'aurais pu remonter plus loin, vous avez des taux qui sont plats, qui ne bougent pas. Pendant pratiquement 2019, 20, 21 et 22, jusqu'à juillet 22. Ça ne bouge pas. Et d'un coup, de 22 à janvier 23, en 6 mois, ils ont pris 300, 400 points de base. Ça vous montre un peu l'effet accélérateur qui s'est opéré en Europe. Alors l'Europe, bien sûr, elle vient toujours après les Américains. Les Américains, le même phénomène, vous l'avez juin 2020, c'est plat, 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 pratiquement des taux à 0,05. Et à partir de janvier 2022, le décollage s'est fait. Donc c'est fait peut-être 6 mois avant les Européens. Et voilà, on est à 4,83 aujourd'hui. Et donc ça, c'est quoi? Cette hausse des taux, c'est pour essayer de contrer l'inflation. On s'est dit, l'inflation monte, il faut ralentir cette inflation, donc on appuie sur un bouton qui s'appelle les taux. On augmente les taux pour renchérir le coût de l'argent, pour calmer un peu, mais en même temps, les ministres des Finances n'aiment pas ça, parce que quand on fait ça, on casse la croissance économique. Donc il y a tout un équilibre à trouver, qui est subtil, entre les banques centrales qui sont autonomes et les ministres des Finances qui ont des besoins immédiats. Donc ça, c'est un peu, c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas exempté. Donc l'Amérique, les premiers, l'explosion,
les Européens suivent un peu, nous, Africains, on y arrive. Sauf que la seule différence que nous avons, nous, avec ces économies-là, c'est que ces économies-là, elles sont à 90% formalisées. 95%. Quand on appuie sur le taux directeur, on touche tout le monde. Ici, on a 20% de l'économie qui est formelle et 80% ce qui est informel. Donc ça veut dire que quand vous appuyez sur le bouton, il n'y a que 20% des économies qui sont affectées par ce phénomène-là. 80%, ils échappent. Et ça veut dire qu'il va juste y avoir un effet, mais un effet de transmission qui va être beaucoup plus long, qui prendra un an et demi plus tard. Il ne faut pas être étonné si le taux continue à monter. Parce que ces gars-là qui vendent des chewing-gums aux noix ou qui vendent des cigarettes, etc., à un moment, il va finir par les acheter. Il va les importer d'une économie qui a augmenté. Donc ça va se répercuter à un moment ou à un autre. Donc juste qu'il faut le savoir. Donc c'est important que ça soit dans les esprits. Ici, c'est l'inflation. Donc ici, on voit bien l'inflation aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest et mondiale. Donc inflation, vous voyez bien, on était à 12,5, 13, 10,2 à peu près. Okay. Ça, c'est l'inflation globale. Mais en réalité, si vous prenez l'inflation alimentaire, elle est 2 fois plus élevée que ça. Vous voyez bien, quand vous allez faire vos courses au supermarché, vous achetez une bouteille d'huile, ça coûte 20%, 30%, 40% plus cher qu'avant. Donc, pas besoin de vous faire un dessin pour ça. Alors ça, c'est quand j'ai parlé des niveaux d'endettement des économies. C'est là que ça devient inquiétant. On voit bien dans le graphe de gauche, vous avez un peu la dette publique rapportée au PIB du pays. Donc vous avez le Bénin, par exemple, il a 55% d'endettement, le Burkina 59% en 22, etc. Et vous avez le plus endetté ici, c'est le Sénégal, qui a une dette de 75% à peu près du PIB en 22. D'accord ? En face, vous avez à droite complètement, bon, bien sûr, au milieu, vous avez la part de la dette extérieure. Vous voyez bien qu'une grosse partie de cette dette-là est financée par l'extérieur, pas par l'épargne publique, l'épargne domestique, mais c'est l'épargne extérieure qui finance les économies locales. Donc il y a une dépendance, hein, c'est important. Et cette dépendance, elle va être de plus en plus importante. Parce qu'aujourd'hui, on a créé de l'argent et on ne pourra plus... c'est justement ce qui s'est passé avec les banques centrales qui baissent un peu la voilure. Donc, ils vont forcer les économies à aller se refinancer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de lever aujourd'hui 300 milliards, à peu près. Avec le FMI, en ce moment, en euros, en dollars ou je ne sais pas quelle monnaie. Donc, c'est pour pouvoir donner un peu d'oxygène à l'économie. Parce que localement, il n'y a plus. Ça, c'est à sec. Donc ça, c'est important de savoir. Alors, la colonne de droite, complètement, c'est le service de la dette. Donc des fois, on a des économies où on a des PIB qui sont grossis artificiellement, on dit, ah ben ça va. Mais ça, le dernier indicateur ne trompe pas. Il ne trompe pas parce que c'est le budget. Ce n'est pas par rapport au PIB. C'est aujourd'hui, quand je collecte 100 euros d'impôts, combien d'impôts doivent partir sur ces 100 euros, doivent partir pour payer ma dette, pour la rembourser. Donc on a des pays qui commencent à être inquiétants. Le Burkina, c'est 41%. La Côte d'Ivoire, c'est 46%. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que si on rajoute ça, plus les fonctionnaires qu'elle doit payer, il n'y a plus d'argent pour investir. Donc ça veut dire, c'est pour ça que la Côte d'Ivoire est en train aujourd'hui de lever une dette avec le FMI sur du long terme pour pouvoir avoir une bouffée d'oxygène. Et voilà, vous avez tout. Alors le Sénégal l'a fait un peu à l'avance, parce qu'ils sont à 27%. Ils ont un endettement élevé, mais ils ont un service de dette qui est raisonnable. Donc voilà un peu ces controverses-là, elles sont partout, hein, elles sont générales partout. Sur le continent, ce n'est pas lié à une économie particulière, c'est partout la même chose. Alors, on a eu les sujets, c'est au Ghana. On est exposé au Ghana. Au Ghana, il y a eu une faillite de l'État. Puisque aujourd'hui, on est parti, ils sont arrivés à des ratios, ils étaient à un niveau de ratio de dette de 80% de service de la dette. Ils n'avaient plus d'argent, de quoi payer les fonctionnaires à la fin du mois. C'est comme ça qu'ils ont fait défaut sur leurs obligations. On dit que ce n'est pas du défaut, c'est ce qu'ils veulent faire pour faire du maquillage, mais en réalité, c'est un défaut qui s'est passé. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont pris les obligations A, ils ont transformé en obligations B, ils vous ont dit on va souscrire à de nouvelles obligations. Et c'est un défaut. C'est un des rares défauts qu'on a observé dans le monde sur l'épargne domestique. En général, quand on fait défaut, on fait défaut par rapport à l'extérieur. Là, c'est un défaut par rapport aux épargnants locaux. Donc, c'est un vrai sujet qui nous touche aujourd'hui. On est protégé par une monnaie qui est égale à l'euro. Donc on n'a pas cette inflation de 50% que nous avons chez les voisins à côté. On a une inflation qui reste à 10%, c'est raisonnable. Mais on est épargné par ça, mais en même temps, on ne sait jamais. Donc ce que je dis, il faut que juste que tout le monde
soit dans une approche bien sûr optimiste, mais réaliste et pragmatique. C'est un peu l'objectif. Donc la marge de manœuvre des États à financer les économies aujourd'hui, c'est de renégocier les dettes publiques et d'essayer de les tirer sur des longueurs plus soutenables pour ramener ce ratio de service de la dette à des niveaux plus raisonnables, qui sont trop élevés pour certaines économies. Alors ici, vous avez la courbe des taux de rendement, la Côte d'Ivoire par exemple. Vous voyez bien, on va voir la courbe du bas, c'est décembre 2021. Si on prend le 1 an par exemple, le 1 an en 2021 est traité à 2,54 à peu près. Okay. Vous voyez bien, de 1 an à 2002, à décembre 2022, on est passé à 310. Donc, on a pris à peu près 120 points de base de plus. Mais vous voyez le bond en 2023, c'est énorme. On est passé de 310 à 6,14. C'est exactement le même phénomène qu'on a vu tout à l'heure sur les bons. C'est-à-dire, on a eu un saut pratiquement de 300 points de base. Donc ça, c'est un vrai signal. C'est un signal que tout va coûter plus cher. Et donc, on a eu une réunion aujourd'hui avec nos banques pour leur dire, attention les amis, il va falloir transférer cette hausse des taux sur la clientèle. On n'a pas le choix. Bien sûr, il y a de la résistance, on n'est pas habitué. Ah non, on ne peut pas, là, c'est pas grave. On peut pas. Si la ressource coûte plus cher, elle coûte plus cher. Je ne peux rien faire, je ne peux pas inventer. Mais c'est une réalité, elle est là. Aujourd'hui, c'est important, donc il a fallu un peu les informer sur ça. On ne peut pas attendre que les choses se fassent dans le temps. Ça va très vite, c'est brutal. Vous avez vu les courbes, comment elles ont augmenté ici. Et ça s'est joué entre décembre 2022, hein, je dis bien décembre 2022, ça fait il y a 3 mois, hein, et mars 2023, 6-14. Sur tous les compartiments, ça a explosé. Donc ça veut dire qu'on va aller dans une... Il y a un véritable phénomène qui se traduit ici et qui va s'amplifier encore plus. La seule chose qu'il y a pour l'instant qui peut être un peu positive, c'est qu'il y a 15 jours à peu près, aux États-Unis, qui sont les premiers, parce que c'est eux qui avancent les plus vite avant les Européens, on voit une légère inflexion de l'inflation qui commence à redescendre à 7,5%. Ça veut dire que les effets d'augmentation des taux commencent à produire les résultats qu'ils attendent. Alors maintenant, ils ne savent pas si cette courbe de l'inflation qui commence à rebaisser est une courbe qui est soutenable ou c'est juste conjoncturel. On va attendre, ça va se confirmer. Si ça se confirme, à ce moment-là, ils vont commencer à rebaisser les taux. Ça veut dire qu'on a touché le plus haut. Aujourd'hui, on ne sait pas où est le plus haut. Tous les jours, ça continue à monter. Donc on n'est pas à l'abri que demain matin. Et en même temps, vous avez aussi les refinancements dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont les refinancements au niveau de la Banque centrale de la BCEAO. Avant, regardez où est-ce qu'ils prêtaient l'argent. Ils prêtaient à 2% en juin 2020, jusqu'à 3%. Mais ça n'existe plus. La courbe du bas n'existe plus. Aujourd'hui, on est à 5. Ils ne prêtent que sur la courbe du haut. Donc on passe de 2, période Covid, à 5. S'ils prennent l'argent de chez vous. Hein. Et ça, à gauche, vous avez quoi? Vous avez le montant des adjudications du Trésor. On était, avant 2019 jusqu'à 2019, on avait à peu près 5 000 milliards, 4 000 milliards, 4 000 milliards d'obligations refinancées par la Banque centrale. Quand je dis le refinancement, c'est quoi? C'est la planche à billets. C'est on crée de la masse monétaire artificielle pour un besoin de liquidité. Donc moi, je prends une obligation, je vais imprimer des billets de banque, je vous les dis, tenez les billets de banque. C'est ce que je fais. Donc ça, on a dit, tiens, il y a le Covid qui vient, ça ne va pas, c'est inquiétant, il faut libérer, il faut donner de l'argent parce que sinon, on va avoir des émeutes, pays, etc. Très bien, c'est normal. Le monde entier a fait ça. Vous voyez bien la courbe, comment elle monte. On monte de 4 000, on monte jusqu'à 8 000 milliards en décembre 2022. Donc on a doublé le montant de la masse monétaire artificielle. Okay. Et maintenant, on a démarré une descente. Sauf que maintenant, pour monter, on a mis 20, 21, 22. 3 ans pour monter. Et là, on vous dit qu'en 6 mois, il faut baisser. 6 mois, il faut baisser. Si on ne baisse pas, il faudra dévaluer. On doit le faire, c'est une contrainte. C'est comme ça qu'on contrôle l'inflation. On ne peut pas créer de la monnaie. Plus il y a de monnaie, plus l'inflation augmente. Donc il faut raréfier. Il faut ressortir cet argent de l'économie
réduire la masse monétaire, la rendre à des niveaux plus soutenables. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu ça. Bien sûr, personne n'ose le dire, moi je vous le dis de façon très... C'est une analyse comme une autre. Hein. Mais ici, c'est 2 ans et demi, en bas, vous avez 3 mois. En 3 mois, on doit faire la décrue. One shot. Donc c'est ça qui est inquiétant, et c'est une réalité. Donc aujourd'hui, il faut se mettre à l'évidence. C'est pour ça que les États, d'abord, vont chercher de l'argent à l'extérieur, de plus en plus, parce que localement, l'épargne publique domestique n'est pas suffisante pour financer l'économie. Deuxième chose, on a appris aux gens à vivre au-dessus de leurs moyens. Et là, on leur dit stop, les amis, il faut revenir à la raison. Baisser un peu la voilure. Donc il y a tout un phénomène qui... C'est une période intéressante de l'histoire qu'on raconte ici. Okay, mais on va y arriver, on va vivre ça. Il ne faut pas être étonné, c'est la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir toujours des... Voilà, je ne veux pas être négatif, je veux juste être pragmatique et réaliste, encore une fois. Voilà, et les croissances des PIB, vous les voyez, on a eu 2% de croissance en 2020, c'est à cause du Covid. On était habitué à des trends de 6% de croissance, 2% de croissance, on augmente à 6%, on se disait ça va se confirmer à 7% en 2022. Il y a un léger décrochage qui s'est fait à cause de la guerre en Ukraine, à 5,1 plus les problèmes sécuritaires, je vous passe le détail, le Mali, le Burkina, vous connaissez ça mieux que moi. Voilà. Sur la partie environnement boursier, qu'est-ce qui s'est passé sur la bourse de chez vous ici? On a essayé de tirer un graphe à base 100, aussi bien sur l'indice de la BRVM que sur le secteur financier. Ben, on a eu une décrue de 10 points à peu près. On est passé de 100 à 91 en 2020. Ça s'est largement rattrapé à 127. Et on a eu l'année 21-22 qui est flat. Donc on a eu une croissance très forte en 2021, de 20 à 21. Et après 21, c'était relativement plat. Pas de croissance. On est 127, 128 l'indice, à peu près au même niveau. Okay, c'est un peu ça les principaux messages. Je pense qu'il faudrait que je passe avec vous. Donc aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on parle? On va parler de l'année de 22. Cette année qu'on vous présente, c'est le début du nouveau plan triennal. On a terminé le précédent, 19-21. Là, on est sur 22-24. On a exécuté un tiers de ce business plan aujourd'hui. On a qui était bâti sur trois éléments. On a repris la transformation bilancielle dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc la PME, on l'avait freiné à cause du Covid, maintenant on a réouvert les vannes, on repart dessus. On a quand même eu plus 26% de nombre de dossiers, c'est important, donc plein de petits dossiers et des encours 30% d'augmentation. On a continué les opérations de trade, qui était le troisième axe stratégique, donc tous les échanges, importation, exportation, tout ça, accompagnement des entreprises vers l'import, vers l'export, etc. Et les titres aujourd'hui, en 2022, la croissance bénéficiaire globale cumulée des banques, que vous allez présenter tout à l'heure, a fait un bond de 20%. Ça, il faudra applaudir ce travail-là qui a été fait grâce à tous ces messieurs qui sont devant vous ici, puisque la croissance a été de l'ordre de 20%, à pratiquement 93 milliards de masse de création de richesses qui ont été faites. On a permis aussi de payer un dividende de 53 milliards en hausse de 23% par rapport à l'année dernière, et des rendements de dividendes, pour ceux qui investissent en bourse, qui est aussi entre 8,5 et 16% du cours en bourse. Donc c'est des rendements que personne ne donne aujourd'hui. C'est ni les taux de bons du Trésor, ni aujourd'hui, ni demain, ils vont donner ça. Voilà un peu le résumé de ce que je voulais dire en entrée. Je passe la parole à Laura, peut-être. Merci, Amine. Donc Laura va nous parler de BWA Bénin, qui est une banque qui est rentrée en 2000 à la BRVM. Et après, donc, on fera une pause pour prendre des questions sur BWA Bénin. Allô. Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer par le Bénin, comme vous l'a dit Stéphane Carrère. Donc rapidement sur l'environnement, parce que c'est des choses que vous connaissez aussi. Donc les facteurs défavorables du pays, c'est un pays qui est vulnérable au changement climatique et on a déploré ces derniers temps une détérioration de la sécurité dans les régions du Nord. Alors, au niveau des atouts ou des éléments positifs à souligner, donc c'est un pays qui a engagé de nombreuses réformes structurelles, dont voilà, vous avez un certain nombre de réformes qui sont listées ici.
et qui a aussi un niveau d'approvisionnement alimentaire suffisant pour contenir l'inflation. Donc c'est un des pays qui a eu le niveau d'inflation le moins élevé de la zone cette année. Alors au niveau des faits marquants du pays, donc en 2022, l'État du Bénin a mis en place un nouvel impôt sur les titres détenus par les sociétés en dehors du Bénin. Donc c'est un impôt qui a été mis en place en fin d'année, voilà, et qui aura des impacts, vous le verrez, sur la banque. Et on peut aussi noter la réouverture totale des frontières terrestres avec le Nigeria, qui avait été fermée depuis quelques années déjà. Elles avaient été ouvertes partiellement, mais maintenant elles sont ouvertes totalement. Et donc au niveau de la banque continue à enrichir sa gamme commerciale de produits, avec le lancement de 6 packs à destination des particuliers et aussi l'amélioration de l'offre digitale avec la mise en place de l'application, de l'outil Trade Express. Donc c'est pour faciliter les échanges de trade entre les pays inter-BOA. Alors, au niveau des principaux indicateurs financiers, donc le Bénin, BOA Bénin est une banque très importante de la place. Donc jusqu'à récemment, elle était la première. Donc maintenant, elle est la deuxième banque de la place. Donc vous voyez qu'elle a un niveau de bilan. Donc la croissance du bilan est moins forte que d'autres banques, vous pourrez le constater. Donc 2,6% cette année, des fonds propres qui augmentent plus à 7,7%, un PNB qui augmente de 2,5% cette année et une croissance des résultats plus forte, donc de 15%. On verra le détail après. Tout ça lui permet d'afficher un ROE de 19% et un niveau de ROA de 21%. Oui, désolé. Alors au niveau de l'actionnariat, donc l'actionnariat est globalement le même, la structure de l'actionnariat est globalement la même pour quasiment toutes les banques, donc c'est-à-dire détenue majoritairement par la filiale, la holding de participation BOA West Africa du groupe, donc qui détient les participations de la zone et au Ghana. Et le reste, donc quasiment, là il y a un niveau de flottant assez élevé pour cette banque de 44% quasiment. Alors, au niveau des performances commerciales, donc, alors ici, je vais aller un peu plus lentement pour cette banque pour bien vous détailler ce qu'on vous met. Donc ici, bon bref. Dans le tableau, vous voyez la ligne des dépôts, donc avec la variation de la banque. Donc pour le Bénin, c'est un niveau de dépôt flat cette année, donc 0,5%, contre un secteur qui a fait une hausse de 7%. Donc cette croissance relative pour la banque, elle est volontaire pour limiter le niveau de dépôt rémunéré. Donc BOA Bénin ayant un ratio de transformation bas, elle peut se permettre de ralentir sur les dépôts pour diminuer son coût des ressources. Donc aujourd'hui, elle a un niveau de dépôt non rémunéré de 48%. Donc quasiment la moitié des dépôts de BOA Bénin sont quasiment non rémunérés. Au niveau des crédits, donc là on voit que la banque a ralenti aussi sur les crédits, donc c'est un ralentissement maîtrisé et volontaire, alors que le secteur a fait plus 14%. Donc pourquoi c'est volontaire? Vous voyez qu'au niveau des corporates, la banque a baissé de 15% ses encours. Donc ici, vous voyez, les corporates représentent 49% du portefeuille en 2022, les PME 8%. Donc, et après la croissance, c'est la croissance des encours. Donc au niveau des corporates, comme je disais, on a baissé volontairement pour diversifier le portefeuille et s'orienter plus vers la PME et les particuliers. Et donc le secteur a fait 14% parce que notamment pour des financements, il y a eu un gros financement de 250 milliards qui a été porté par une banque, quasiment par une banque. Donc des dépôts stables, une baisse des crédits, et donc le surplus de dépôt a été investi en titres de placement qui représente, qui a accru de 23%. J'ai oublié de vous dire au niveau des crédits, donc plus de diversification, donc, et en nombre, vous voyez que le stock de crédit a augmenté de 11,5%. Et le niveau de concentration de la banque, donc les 10 plus gros créditeurs représentent aujourd'hui 34% de la banque, des crédits de la banque, alors qu'ils représentaient 42% il y a un an. Voilà. Alors au niveau du trade, ça c'est des nouveaux indicateurs qu'on vous met par rapport aux personnes qui ont eu l'habitude de voir la présentation. Donc comme le trade est un des axes stratégiques du groupe, donc on l'a mis en avant. Et vous voyez que là, la banque a augmenté ses volumes de 19% cette année.
Et un nouvel aussi indicateur, donc, qui fait partie des axes stratégiques, donc c'est le pourcentage. On a mis les opérations financières clientèle qui sont faites, soit en agence, soit via le canal digital. Donc sur 5,2 millions d'opérations. Donc il y a vraiment, enfin il y a eu 5,2 millions les 2 années, hein, c'est comme on n'a pas mis tous les chiffres. Il y a 34% cette année qui sont faites via le canal digital. Donc le but, c'est vraiment de désengorger les agences. Si on vous avait montré les chiffres il y a 1 ou 2 ans, vous auriez vu que le pourcentage de la pénétration du digital était vraiment beaucoup plus basse. Donc là, on commence à ralentir la croissance dessus. Donc l'année prochaine, ce sera peut-être 35-36%. Mais on ne va pas atteindre non plus des volumes trop importants. Alors, au niveau de la structure du bilan, donc il y a une hausse des poids du titre de placement. Donc, comme on l'a vu, comme il y a eu un ralentissement des crédits, une hausse des titres, donc mécaniquement, ça augmente le poids des titres de placement dans le bilan, qui représente 45%. Mais en 2023, je pense que le poids devrait baisser et retourner à des niveaux de l'ordre de 2021. Et au niveau du passif, donc on a une structure globalement stable avec des dépôts qui représentent 70% du bilan. Alors, au niveau des performances financières, donc comme on a dit tout à l'heure, on a une baisse des crédits. Donc, logiquement, on a une baisse de la marge d'intérêt crédit. Donc, c'est dû, on l'a vu, à la baisse du poids des corporates, enfin, des encours, et qui a été compensée partiellement par la diversification du portefeuille. Donc, comme c'est des petits crédits, il faut attendre encore 1 an ou 2 ans pour compenser pleinement l'effet de la baisse des encours des corporates. Et ensuite, on l'a vu, le niveau de dépôt non rémunéré de la banque est assez élevé et est en croissance. Donc ça a permis de baisser de 9% le coût de la ressource. Donc c'est pour ça qu'on a une marge d'intérêt. Donc ces 3 facteurs font qu'on a une marge d'intérêt client qui baisse de 2%, avec des encours moyens qui baissent de 2%, donc c'est normal. Donc ça a été compensé par les revenus sur titre qui augmentent de 5%, et du coup on a une marge bancaire qui est stable, légèrement en légère croissance. Ensuite, alors sur les commissions et revenus des opérations financières, on a une hausse de 7% et qui concerne tout le poste de toutes les commissions. Et donc du coup, avec cette marge bancaire stable et la hausse des commissions, on ressort avec un PNB en hausse de 2,5% à 46 milliards de francs en 2022. Alors, donc, au niveau des charges d'exploitation, cette année, il y a eu des charges non récurrentes, ce qui fait que le niveau de charge a augmenté. Mais si, en retraitant ces charges exceptionnelles, on aurait eu des charges en baisse de 2,7%. C'est ça. Et donc, le coefficient d'exploitation est resté, malgré tout, le coefficient d'exploitation est resté à un niveau à peu près équivalent à 57-58% en 2022. Et le RBE, donc du fait de ces charges exceptionnelles, baisse légèrement cette année. Il aurait augmenté de 9% si on n'avait pas eu ces charges. Alors ensuite, au niveau du risque, on a une... donc, alors, oui. Là, on a le coût du risque, il est positif, donc c'est positif pour la banque, c'est des reprises. Donc quand on passe des dotations, c'est un signe négatif, et quand on est en reprise, c'est un signe positif. Donc ici, on a un très fort niveau de reprise. Grâce à la fois, vous voyez, à la baisse des dotations, donc du fait d'un portefeuille qui est sain, relativement sain, et un niveau de reprise qui augmente grâce aux efforts de recouvrement de la banque. Ensuite, on a une ligne sur une dépréciation d'un actif, donc c'est dans la banque a un actif et qui s'est un peu déprécié cette année vu les conjonctures. Donc on ressort avec un résultat avant impôt qui quand même augmente de 24%. Donc c'est essentiellement grâce au coût du risque largement maîtrisé. Donc comme on le disait en introduction, il y a eu un nouvel impôt au BENA, donc qui fait que la charge de l'impôt a plus que doublé cette année. Donc du coup, la croissance de 24%, elle s'est retrouvée à 15% au niveau du résultat net cette année. Donc comme je vous le disais, voilà, donc le coefficient d'exploitation bas, le coût du risque est à moins de 1% des encours. Et la banque est, à l'instar de toutes les banques d'ailleurs, présente un ratio de solvabilité avec un buffer assez conséquent. Donc pour la banque, là, elle est à 17,5%. Alors ensuite,
Donc la banque a fait un résultat net de 15%, en croissance de 15%, et le cours a fait une performance de 12,3% cette année. Donc on peut dire que c'est en ligne avec les résultats. Sachant que la BRVM, comme l'a dit M. Bouabine en introduction, elle a affiché quasiment pas de croissance, donc plus 0,46%. Et le secteur financier était en baisse de 2%. Et vous voyez que cette croissance, elle continue aussi sur le premier trimestre 2023. Donc, tout ça nous ramène à un niveau de, malgré donc, cette hausse qui est en corrélation avec les résultats cette année, la banque reste quand même sous-valorisée par rapport au secteur bancaire et enfin, par rapport au marché boursier, parce qu'elle affiche un price earning ratio donc, de 6,3 fois les bénéfices contre presque 8 fois les bénéfices pour la BRVM. Voilà, et donc avec un dividende que vous voyez de 13 milliards, un peu plus de 13 milliards qui a été voté en avril, enfin il y a 15 jours, la banque présente quand même un fort niveau de dividende, donc de plus de 11%. Donc ça veut dire que si aujourd'hui vous achetez une action, elle vous sera rémunérée à 10%. Donc ce qui est niveau nettement au-dessus de ce qui est offert aujourd'hui en moyenne sur le marché boursier. Voilà. J'ai fait le tour. Merci Laura, que j'ai oublié de présenter tout à l'heure. Laura Tran est la directrice des participations du groupe Bank of Africa, qu'on applaudit bien fort. Donc on va prendre 2 questions sur le Bénin, seulement 2, puisqu'on a encore 5 banques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans la salle, ou bien en ligne? Il y a environ 60 personnes qui sont connectées et qui suivent cette présentation en direct. Question sur le Bénin. Mademoiselle, si vous voulez prendre un micro pour l'amener, vous prenez un micro là-bas, donc à la régie. Ouais, ou sur la table, très bien. Vous l'allumez. Est-ce qu'il y a des questions sur BOA Bénin ou sur le Bénin? Il y a une question là-bas? Je suis M. Blinkakou-Jean, le président des actionnaires minorités. Seulement, je voudrais savoir quel est l'impact du nouvel impôt sur le résultat du Bénin. Merci. Allez-y. Donc c'est le directeur Déjà, général de important, BOA Bénin. avant de vous répondre à la question, c'est un impôt qui a été fait par surprise, qui a surpris tout le monde, ok, et qui ne respecte pas les normes communautaires. Okay, donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à des représailles de la part des autres États, soit la Côte d'Ivoire, tous les autres États. Il n'y a aucune raison que le Bénin taxe les obligations non béninoises et que la Côte d'Ivoire ne les taxe pas. Donc il y aura des représailles. Donc c'est M. Sadio Cissé, le directeur général de BOA Bénin, qui va vous répondre, monsieur. Mais merci beaucoup. Sadio Cissé, directeur général de Bank of Africa Bénin. Alors la question est de savoir l'impact de l'augmentation de l'impôt sur les résultats. Je crois que Mme Tran, donc Laura l'a bien rappelé. Si vous regardez la présentation, vous verrez effectivement qu'en 2021, ben c'était 1 milliard 265 millions. Ça, c'est l'impôt sur le résultat. Ça, c'est l'impact sur le résultat. Donc, vous aviez 1,2 milliard d'impôts à payer l'année dernière, donc en 2021 plutôt, et vous avez 3 milliards 68 millions cette année. Alors, c'est un impact négatif sur ce résultat d'à peu près 1,8 milliard. Effectivement, M. Bouabine l'a dit, c'est un impôt qui a été, on va dire, inscrit dans la nouvelle loi de finances en 2022. Alors, de quoi il s'agit? C'est que le Bénin a fiscalisé une partie des produits, des titres des autres pays de la sous-région, à hauteur de 30%
à peu près. Alors, sachant que habituellement, c'est un produit qui est attractif parce que c'est défiscalisé. Aujourd'hui, effectivement, le Bénin se démarque un peu sur ce plan par rapport à cet impôt qui est une création du Bénin. Ce qui risque de se passer, effectivement, ça va être un effet d'imitation qui risque de pénaliser tout le monde. Aujourd'hui, nous, ça nous pénalise parce qu'on a découvert cet impôt presque à la fin de l'année. On aurait pu peut-être mieux gérer la situation si on avait pris en compte cet élément en début d'année. Mais malheureusement, ça nous a surpris. Alors, ce n'est pas le seul élément parce que dans le même temps, le Bénin a créé également l'IRCM, donc l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, effectivement, avec des paliers en fonction effectivement de la maturité et en fonction des cas, ça a coûté à la banque 567 millions. Donc, ajouter cet impact à l'IS, ça fait un peu plus de 2 milliards d'impact, 2,3 milliards exactement. Donc, c'est un impact négatif et c'est regrettable. Je pense qu'aujourd'hui, la stratégie consistera, malgré nous-mêmes, à faire en sorte que le portefeuille soit beaucoup plus constitué de titres du Bénin plutôt que des autres pays. Merci Sadio. Merci. Avec ta permission, on va s'arrêter là sur le Bénin. Il y a une question en ligne qui concerne le Bénin, mais qu'on traitera dans les questions générales à la fin de la présentation. C'est un monsieur du Bénin qui s'appelle monsieur Béninou. Voilà, donc on passe au Burkina Faso et c'est Amine Bouhabid qui va ouvrir le pays. Non, c'est Laura Tran. Ils se répartissent les pays, quoi. Non, c'est le Burkina Faso maintenant. Et notre Amine fera la Mali après. Alors, donc pour le Burkina Faso, donc, à l'instar du Bénin, mais bon, d'une façon un peu plus marquée, donc on peut déplorer une situation sécuritaire difficile. Donc c'est un pays enclavé, donc qui est très vulnérable aux conditions climatiques et qui est très dépendant aux fluctuations des cours, donc de l'or et du coton. Au niveau des facteurs favorables, donc, il faut noter un soutien des recettes d'exportation grâce cette année et ces derniers temps au prix de l'or et du coton qui sont plutôt favorables. Donc oui, j'aurais pu commencer par ça. Donc le Burkina a fait l'objet de 2 coups d'État militaires en 2022, donc en janvier et en septembre. Et au niveau des faits marquants de l'année pour la banque, donc la banque a lancé un processus de digitalisation des processus internes, donc pour améliorer les services à la clientèle, notamment tout ce qui est réclamation, et aussi dans les procédures internes pour limiter les risques opérationnels. Donc au niveau des principaux indicateurs financiers, donc là le bilan a cru de 8%. C'est aussi une grosse banque, hein, c'est la numéro 2 de son pays. Les fonds propres ont augmenté de 15% et le PNB a fait aussi une croissance de 11% et le résultat de 20%. Donc c'est plutôt des indicateurs favorables, avec un ROE de 25% quasiment et un niveau de ROA à l'instar du Bénin un peu plus de 2%, 2,3%. Donc au niveau des performances commerciales, donc, la banque a affiché une croissance de ses dépôts légèrement au-dessus de celle du secteur, mais bon, au même niveau, et tout en améliorant donc, son mix des dépôts avec plus de la moitié, donc 56% des dépôts de la banque non rémunérés versus 54% en 2021. Au niveau des crédits, donc là encore, alors la croissance elle est plus faible que le secteur, même si on peut saluer une croissance de 10%. Donc à l'instar de BOA Bénin, donc la banque vise à diversifier son portefeuille. Donc c'est pour ça que vous avez vu une croissance de 76% donc, des PME qui représentent 9% quand même du portefeuille. Les particuliers représentent 56% du portefeuille de la banque en 2022 et les corporate 35%. Et donc voilà. Donc le niveau le ratio de transformation de la banque s'est amélioré, donc comme on a une croissance plus soutenue des crédits, et on a un niveau de titre de placement aussi qui augmente fortement cette année à 30%.
et des niveaux d'opérations qui sont faites via le canal digital qui sont de même ordre, donc 36% du même ordre que BOA Bénin. Donc au niveau des structures de l'actif, on a la moitié de l'actif qui est composé des crédits et un peu moins d'un tiers, 30% de titres de placement. Donc bon, là, on a une forte baisse du niveau de trésorerie parce qu'il était élevé l'année dernière, c'était un effet fin de période. Et la structure des dépôts, donc 3/4 des dépôts, des passifs sont constitués de dépôts. Au niveau des performances financières, donc là vous voyez une marge bancaire donc, qui croît de 12% avec des encours de 8%. Donc écoutez, ça veut dire que la banque price bien. Donc cette croissance est tirée à la fois par les crédits et par les titres. Au niveau des commissions, même niveau d'ordre de grandeur de croissance, donc 11%. Donc c'est tiré par tous les postes, mais en particulier par tout ce qui est change, donc plus 37%. Et commission sur opération. Comme on fait plus de petits dossiers, donc on a plus de commissions. Et donc forcément, le PNB croît de 11% également, donc à 56,6 milliards en 2022. Les charges d'exploitation restent contenues, donc une croissance en deçà du niveau du PNB. Donc on améliore le coefficient d'exploitation qui était déjà bas. Donc là, on est à un niveau de 42%, donc qui doit être le niveau le plus bas, je pense, de nos banques. Et au niveau du risque, donc vous voyez, il y a une une amélioration du risque. Pareil, la banque a fait des gros efforts de recouvrement cette année, encore plus que l'année dernière. Donc elle a doublé le volume de recouvrement. Et donc elle a ramené le coût du risque à un niveau très bas, donc 0,5% des encours de crédit. Donc voilà, ça va assez vite parce que tout va bien. Donc, donc le résultat d'exploitation qui fait plus 13%, une baisse du coût du risque. Donc on ressort avec un résultat net en hausse de 20% cette année. Donc en revanche, ce qu'on peut déplorer, c'est que la performance du cours n'a pas suivi. Donc au contraire, donc le titre a perdu 16% de sa valeur sur l'année 2022. Bon, on peut noter quand même qu'à la fin du premier trimestre, on a recru de 15%, le cours a repris 15%. Donc on est au même niveau que 2021. Donc avec un niveau d'échange de volume en légère hausse. Compléter ce qui a été dit sur le cours en bourse, probablement la baisse de 16% du cours en bourse en 2022, c'est le fait de l'inquiétude des investisseurs sur la situation sécuritaire au Burkina, le coup d'État, tralala, en disant ça va se répercuter sur les banques. Donc le cours a baissé. Et après, quand ils ont vu les chiffres qui étaient bons, les gens sont repartis, c'est reparti à la hausse. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on a dit. Donc malgré les performances de 15%, donc à fin 2022, parce que là on arrête les chiffres à fin 2022, on peut déplorer que la banque a été sanctionnée, mais bon, ça peut s'expliquer par le contexte pays. Et donc elle est sous-valorisée, donc elle traite à 4,5 fois ses bénéfices 2022, ce qui est quand même très bas. Je ne sais pas pourquoi il y a un problème d'affichage, mais bon, les informations sont là. Donc ce niveau bas lui permet quand même d'afficher un niveau de dividende de 12%, ce qui est quand même intéressant. Alors le Mali, je ne sais pas s'il y a des questions sur Burkina ou pas. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais bon, comme tout va bien, on va prendre une seule question. Est-ce qu'il y a une question? Allez, Même pas de question aussi? Ah. C'est un participant actif chaque année. Oui, bon, Monsieur Blain, président des actionnaires minoritaires. Bon, la question que je voudrais poser, c'est par rapport à la situation du pays, parce qu'on a eu beaucoup de choses au Burkina l'année dernière. Mais est-ce que véritablement cela n'a pas eu d'impact sur notre activité? Et puis, lorsqu'on prend la globalité des crédits à la clientèle, il y a les crédits aux corporates, aux PME,
et aux particuliers. Je voudrais, puisque les PME, toutes les banques à peu près ont décidé de faire des crédits, comment on se comporte? Est-ce que... Voilà. Digitalisation, vous en avez parlé, à quel niveau vous êtes? Merci. Sur les questions générales, je pense qu'on les posera à la fin. Juste pour clarifier, je vais répondre rapidement à votre question. Aujourd'hui, c'est trop tôt. C'est trop tôt aujourd'hui pour tirer les conséquences de ce qui s'est passé au Burkina. Ok, c'est trop tôt. Aujourd'hui, il n'y a pas d'impact sur le secteur privé. Il y a zéro impact. Vous voyez bien dans les chiffres, ça se traduit dans les chiffres, même en provision, etc. Donc, les choses continuent à fonctionner normalement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème demain. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'impact. C'est trop tôt pour tirer les leçons. C'est encore trop frais. Et on ne peut pas venir. Je pense on sera plus en mesure d'en parler en 2023. Et en création de souffrance, vous voyez que c'est l'inverse, puisqu'on est à un coût du risque qui est en baisse. Ça veut dire qu'on a fait beaucoup plus de reprises de provisions que l'année dernière. Donc c'est plutôt tendance qui est bonne. Sur ce, nous passons à BOA Mali. Ce qui est inquiétant au niveau du Burkina, juste pour votre information, c'est le service de la dette qui est monté fortement. Ok, qui est passé. Aujourd'hui, il y a un vrai débat entre ce que dit le FMI et ce que dit le ministre des Finances. Le ministre des Finances, il dit que le service de la dette, il a 57%. Il a 41%. Le ministre des Finances. Le FMI dit qu'il a 57%. Probablement, le budget du Burkina va être handicapé. Des dons qu'ils recevaient avant des pays occidentaux, ils ne recevront plus. Donc on va leur dire allez voir les Russes pour avoir des dons. Probablement, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est un peu la situation actuelle. Donc voilà un peu c'est le seul indicateur qui fait un peu, et donc bon, bien sûr, il y a un endettement massif qui se fait au profit de la sécurité. Voilà. Et pas du développement. Voilà. C'est une réalité, elle est là. Alors, sur le Mali, je vous passe le détail, mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, le rating n'est pas bon. C'est un pays qui a des bons fondamentaux, mais qui a un vrai problème d'insécurité. Et bon, aujourd'hui, vous connaissez l'histoire avec l'Europe, etc. C'est la grosse guerre. Et puis, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et voilà, donc on avance avec les moyens du bord, sans savoir exactement où est-ce que nous allons. On ne sait pas s'il y aura des élections ou pas, tout ça, on ne sait pas. Bon, je vous laisse vous tirer les conclusions après. Alors, ce qui se passe au niveau de la banque, on a un bilan qui ne bouge pas, pratiquement. On a un PEP qui est plutôt en baisse, en contraction. On a des fonds propres qui augmentent légèrement et un résultat net qui va être, on va voir pour combien il a été piloté. Alors, au niveau des activités commerciales, on voit qu'il y a un retrait de pratiquement de 8% des dépôts, contre un marché qui baisse de 2%. Donc aujourd'hui, cette baisse-là, elle est due des dépôts à notre niveau plus accentué que le secteur. Elle est due au fait que beaucoup d'argent a fui du secteur privé vers les banques étatiques pour faire face à la rareté de ressources quand il y a eu le blocage de la CEDEAO. Donc ça a duré longtemps, hein. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais ça a duré pratiquement 6 mois. 6 mois, le pays était à l'arrêt. Ils n'avaient pas un centime. Donc ça, il y a un déplacement d'argent qui s'est fait du privé vers les banques étatiques pour faire face aux besoins, de payer les fonctionnaires, ce genre de choses. Une deuxième chose, la baisse globale du secteur de moins de 2%, elle est due à une partie des investissements qui sortent du pays, qui vont investir ailleurs, peut-être en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou ailleurs, d'une part, mais aussi les déposants internationaux qui avaient de l'argent là-bas, qui déposaient de l'argent là-bas, qui ont arrêté de le faire. Ils ont déplacé leurs dépôts du Mali vers d'autres pays. Voilà un peu la baisse globale des dépôts du secteur, 2%. Pour ce qui est du crédit, il y a une faible progression, tout simplement parce que on n'était pas sûr. On n'était pas sûr. La qualité de la demande n'était pas très bonne. Donc on a préféré lever le pied un peu. Et on a dit on va entretenir nos clients existants. On va leur donner
l'oxygène dont ils ont besoin pour continuer à fonctionner, mais sans être dans une approche expansionniste. Voilà un peu sur la partie crédit. Je pense que le directeur général ici présent sera en mesure de répondre à vos questions avec plus de détails. Mais si vous voulez, ce qui est positif, c'est que la transformation bilancielle sur les particuliers continue à avancer. Les titres de placement, bon, alors le trade, par contre, on a accéléré sur le trade. On avait un trade qui était en baisse même, on va dire. Et c'est qu'à la fin de l'année qu'il y a une accélération dès qu'on a ouvert les vannes sur la BCAO. Et les opérations financières, vous avez à peu près un tiers des opérations qui sont faites maintenant en digital. Donc on décharge un peu les agences de ça. Ça, c'est la structure bilancielle, donc il n'y a rien de particulier. Vous voyez bien, à droite, c'est les dépôts qui ont baissé de 119 à 74%. Et à gauche, vous avez les créances sur la clientèle qui ont légèrement augmenté. Alors, la marge bancaire, elle a baissé de 10%. Okay. On a vu. Et la marge sur titre, elle a baissé de 21%. On va voir pourquoi. Les commissions ont augmenté par contre de 20%. Il faut dire un grand bravo aux équipes qui ont fait du travail dans des conditions très compliquées. Ils ont pu quand même augmenter les commissions de 20%. Et le PNB se retrouve à un niveau flat. Donc les commissions sont venues juste pour compenser la baisse de la marge. Les charges, elles ont été contenues, ce qui nous fait un RBE qui bouge de 1% à peu près, grosso modo. Et ici, c'était essentiellement le recalibrage du portefeuille. Pour les connaisseurs, il y avait un portefeuille qui était, on va dire, 57-43 entre HTM et AFS. AFS, c'est les titres qu'on reprice par rapport à la courbe des taux. Donc il a fallu qu'on déplace en se disant on anticipe une hausse des taux. Il fallait mettre les titres en HTM. HTM, c'est le congélateur dans lequel on met les titres, on ne les touche plus. Et du coup, Held to Maturity, on n'a pas d'impact taux. On a fait ce travail-là et c'est ce qui a fait qu'il y a une légère baisse du rendement qui s'est opérée. Alors, sur le coût du risque, donc le RBE, on l'a vu, c'est 1%. Le coût du risque net de reprise, il augmente de 9% à peu près, ce qui nous permet de sortir un résultat en hausse de 17% à 2,5 milliards. Alors, je rappelle que c'est une banque qui a un potentiel de l'ordre de 10 milliards. On vous a promis, il y a 3 ans, on avait trouvé un abysse énorme, c'était les IHE, les immobilisations hors exploitation, qui étaient énormes. Il fallait nettoyer cet abysse. On vous a dit, il faut faire un effort sur vos dividendes pendant 3 ans. En 3 ans, on aura tout nettoyé. Malheureusement, on n'a pas pu le nettoyer en 3 ans. Donc il nous manque 1 an à cause de ce qui s'est passé récemment, la BCAO, toutes ces histoires-là, qui a ralenti un peu notre. Donc aujourd'hui, on reconnaît qu'on n'a pas pu tenir en 3 ans, on va tenir en 4 ans. Donc aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a 7,5 milliards de provisions qu'on a passées que pour les IHE. L'année dernière, on a passé 9 milliards cette année. Donc toute la capacité bénéficiaire de la banque, on la met au profit du nettoyage du portefeuille. Donc aujourd'hui, il nous reste encore 1 an à nettoyer le portefeuille. On devrait avoir un décollage en 2024, très fort, à 10 milliards au moins, j'espère, de résultats. Voilà un peu, si vous voulez, l'histoire globale. Et le coût du risque aujourd'hui, vous le voyez en bas, le coût du risque réel, il est à 2%, 2,4%. Mais le coût du risque global, avec le nettoyage, il est à 5%. Et les 5%, c'est de l'exceptionnel, ça va disparaître. Donc voilà un peu, si vous voulez, comment je voulais commenter avec vous le résultat. Pour la bourse, bon, on n'en parle pas, c'est pas brillant. Il y a une baisse de 5% qui s'est confirmée à 5% supplémentaire au premier trimestre 2023. Voilà, donc on attend et je pense que le rebond se jouera très rapidement dès qu'on aura terminé le nettoyage. Mais ça a été très compliqué parce que la conjoncture économique n'a pas aidé. Voilà un peu globalement les différentes informations que je voulais partager avec vous par rapport à ça. Voilà. Merci Amine. Une question sur le Mali avant de passer au Niger et aux questions plus générales après. Et donc ensuite, vous aurez les 6 directeurs généraux de nos 6 banques en face de vous que vous pourrez interroger et vous pourrez discuter avec eux. Est-ce qu'il y a une question sur le Mali ? Bon, alors on passe au Niger. Tu prends le Niger ? Oui, Niger. Bon, j'y vais, allez. Hop. Je ferai le Niger, après je te donne le prochain. Alors, le Niger,
c'est le pays peut-être qui est le plus pauvre de la région, avec un PIB par habitant qui est le plus faible de l'UEMOA. Mais c'est un pays qui prend un potentiel énorme de croissance avec les ressources qui ont été découvertes récemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées et des ressources pétrolières qui vont carrément changer le visage de ce pays-là sur les années à venir. Donc il y a l'oléoduc, il y a les barrages, il y a plein de projets qui sont faits, okay, donc qui vont normalement, qui devraient donner un potentiel très fort pour la banque. C'est un pays dans lequel le rating est bon, comparativement à d'autres pays comme le Mali ou le Burkina Faso, qui sont à un rating au plus bas. Okay, donc aujourd'hui, c'est quand même important de voir ce que pense Moody's de ce genre de choses. Aujourd'hui, donc voilà un peu si vous voulez. Je ne vais pas lire la slide que vous avez sous les yeux. Ça vous donne un peu. Bon, malheureusement, il y a toujours les problèmes sécuritaires au niveau des frontières. On essaie de gérer ça avec les moyens du bord. C'est pas facile pour personne, mais bon, en tout cas, c'est un pays qui est relativement bien gouverné en ce moment. Sur la croissance, on a un bilan qui ne bouge pas, on a un PNB qui se rétracte, on a un résultat net qui augmente de 8%. On va comprendre d'où ça vient. Alors, au niveau des crédits, il y a une croissance de dépôt, une croissance de 5%, similaire au marché. Donc on est bien, notre part de marché est préservée, on a une croissance en ligne avec le secteur. C'est une banque qui avait un vrai sujet de dépôt. Je ne sais pas si vous en souvenez avant, pour ceux qui suivent ça de près, les analystes financiers ici présents, c'est une banque qui avait un vrai sujet de dépôt et qui était obligée d'aller emprunter de chez les Béninois de l'argent. Aujourd'hui, ils commencent un peu à être autonomes, à se refinancer tout seuls, à créer leur matière première. C'est un pays où la bancarisation est la plus faible de la région. 90% de l'économie échappe au système bancaire. Elle est entièrement dans l'informel. Donc tout ça, il faut tenir compte du contexte, planter le décor là-dessus. Le crédit, aujourd'hui, a baissé chez nous de 6,8%. C'est grâce à la diversification. Donc on ne voulait pas prendre des gros tickets. On a des ressources qui sont limitées. L'idée, c'est de mettre les ressources à destination des sujets essentiels qui sont la PME pour nous, c'est le stratège dont on a parlé, et continuer à renforcer à un tiers du bilan le particulier. Donc on peut abandonner la corporate, baisser en tout cas, pas abandonner, mais baisser. Mais c'est ça le mérite. Donc c'est pas... Enfin, sur le volume du trade, on a eu des baisses parce que tout simplement, on a été sanctionné sur le trade en dollars. Okay, on nous a dit, vous n'êtes plus droit de faire de trade en dollars pendant pratiquement 6 mois. Vous savez comment ça se passe avec les banques américaines. Les banques américaines, c'est extrêmement compliqué. Donc on était suspendu de ne pas faire d'opération en dollars pendant 6 mois. Donc on passe d'un volume de 100 à un volume de 0 pendant 6 mois. Et il a fallu rattraper ce volume-là à la fin de l'année. Et qu'on a re-signé avec les banques américaines, on est reparti. Pour des raisons de compliance. Compliance sur des clients qui blanchissaient de l'argent, bref. Je vous passe le détail. C'est une pratique courante, mais bon, on a essayé de gérer ça comme on pouvait. Alors, sur le canal digital, aujourd'hui, on a à peu près 40% de l'activité bancaire, de volume d'opérations qui se font sur les canaux digitaux. Ce qui aujourd'hui, ça a déchargé beaucoup les agences. Et déjà l'année dernière, on était à ces niveaux-là. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller dans un système à 60%, 70% d'opérations en digital et 30% dans les agences. Il faut de moins en moins d'opérations de virement, des opérations basiques. Aller en agence le faire, il ne faut plus le faire. Il faut que les gens fassent ça à distance. C'est un peu ça le trait. La structure du bilan, il n'y a rien de particulier à raconter. On a vu les chiffres tout à l'heure. Sur la partie encours de crédit, donc on a les encours moyens de crédit baissent de 2,5%, mais il faut applaudir la marge d'intérêt qui augmente de 2,5%, de 2,7%. Ok, donc c'est quand même important. On gagne plus d'argent avec moins de crédit. Il faut retenir. On gagne plus d'argent avec moins de crédit. Okay. Et les revenus sur titre ont augmenté, mais ça c'est mécanique si le portefeuille a augmenté. Les opérations, les commissions, elles ont baissé de 13%. Ça c'est à cause des opérations de dollars qui étaient interdites pendant 6 mois. Donc c'est comme si on a travaillé 6 mois sur l'année. Donc logiquement, on aurait pu être à 9-10 milliards facile.
Donc, on est dans ce trend-là pour 2023. Voilà, ce qui fait un PNB qui ralentit, qui est en léger décrochage de 1,5%. Les frais généraux ne bougent pratiquement pas. Le RBE sort à moins 3%. Et le coût du risque est en forte amélioration. C'est ce qui permet de sortir un résultat en hausse de 8%. Voilà un peu, si vous voulez, la photographie qu'on voulait afficher pour vous du Niger. On est très confiant et on pense que les choses vont partir en force et que l'économie du Niger va devenir une économie extrêmement puissante dans les prochaines années. Pour le cours en bourse, a pris 13% en 2022 sur la BOA Niger et 11% à aujourd'hui. Ça veut dire que c'est près du 23%, 24% de croissance depuis décembre 2021 à aujourd'hui, 24% de croissance hors dividende. Si on rajoute les dividendes, ici, vous voyez bien ici, on a fait 45% et 13%, la BRVM a fait 0,46. On a fait beaucoup mieux que les gens qui ont parié sur le Niger, ils gagnent de l'argent, ils gagnent bien de l'argent, ils gagnent bien leur vie. Et si on rajoute ici le rendement du dividende qui est de 11%, ce qui fait une performance globale de pratiquement 25%. Ici, on ne le voit pas, c'est caché. Comment on fait pour le déplacer? Bon. Voilà un peu le topo global. Et la banque traite aujourd'hui à un niveau d'échange qui est similaire au marché. Elle traite à 7 fois les bénéfices, à peu près légèrement en dessous du marché. Le secteur financier traite à 7,29, on traite après à 7,40. C'est près dans le marché à 1,1 fois à book value. Voilà un peu, si vous voulez, et surtout que ce qui est important, c'est que les perspectives sont bonnes. Donc on n'achète pas le passé, on achète l'avenir. Voilà, je n'ai pas plus d'informations à donner sur le Niger, mais c'est des questions de clarification sur ces slides, vous les posez maintenant. Sinon, c'est des questions d'ordre général, on attendra le directeur général tout à l'heure. Si, une question, monsieur, là-bas. Si vous voulez bien lui donner les micros. Vous vous présentez, monsieur, puis vous posez la question. Bonsoir à tous. Je suis Sosten Lasm de Phoenix Capital Management. J'ai deux interrogations. J'ai cru voir sur la slide baisse de ratio de transformation de moins 9,9%. Bon, je voudrais en savoir un peu plus. Et la dernière chose, c'est de savoir est-ce que le payout ratio pourra être tenable dans les années à venir. Merci. Alors, sur le ratio de transformation, on est bien d'accord que notre obsession pendant 3 ans, c'était de récolter des dépôts. On avait un problème, je l'ai dit en introduction, on avait un problème de ressources au niveau du Niger. Très compliqué. Parce que toute l'économie est informelle. Les gens, ils vivent avec des valises, du cash dedans, il n'y a pas de banque. Okay, donc il va falloir aller, mais il faut les rassurer, il faut leur dire viens à la banque progressivement, mets ton argent. Il y a des gens qui déposent de l'argent aujourd'hui, ils vont le retirer demain pour voir s'il est toujours là. Enfin, bref, on est encore, c'est important, mais je vous le dis, ça c'est une réalité du marché qu'on vit. Donc ça c'est important, ce côté rassurer les gens, etc. Aujourd'hui c'est notre obsession, c'était de ramener le coefficient à 80%. On y est arrivé, on est à 78%. Ça veut dire qu'on a de la ressource pour financer l'économie. Si on n'a pas de matière première, on ne peut rien produire. La matière première, c'est l'argent. Donc ça, c'était important. On a fait cet effort de collecte. Et ça, il faut quand même le réussir sur une croissance des dépôts similaire au marché. On l'a vu, 5%. Par contre, on a ralenti volontairement sur les crédits. Parce qu'on ne faisait plus des gros tickets. On n'a pas envie de financer une cimenterie à 2-3 millions de dollars. On ne veut plus faire ça. On veut financer des petits, plein de petits crédits, pour attirer ces gens-là vers la banque. Donc c'est un travail de fond qui va payer demain. On sera content d'avoir fait ce travail. Aujourd'hui, c'était une bataille avec les agences pour pouvoir leur dire non, il faut aller vers les petits crédits. Ce n'est pas la part de marché qui compte. C'est ça l'économie qu'il faut aller. C'est ça l'économie, c'est ça qui emploie les gens, c'est ce qui fait travailler les gens, ce n'est pas les grosses multinationales. Donc ça, c'est une bataille quotidienne. Vous posera la question tout à l'heure à monsieur Tony, il vous dira. Mais c'est une bataille quotidienne et c'est ça l'économie de nos pays, on doit aller là-dedans. Pas rester en train de se dire on va financer Areva ou j'en sais rien, ça n'a pas de sens. Okay. Donc ça c'est important. Et la question numéro 2, c'était quoi?
Ouais, le price earning ratio, on a vu tout à l'heure qu'il était un price earning ratio identique au marché. Hein? Ah, le payout ratio. Le payout ratio, il est où? Il est là. On est à 85% de payout ratio. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que ça a été exposé, je pense, dans d'autres circonstances. Le payout ratio est une résultante. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire à vous, actionnaires, vous, investisseurs et vous, analystes, c'est de vous assurer une continuité dans le dividende. Ça veut dire qu'on regarde trois choses. On regarde la chose numéro 1, c'est vous les actionnaires, il faut au moins qu'on vous donne le même dividende que l'année dernière, qu'on soit capable de vous donner chaque année, pas uniquement un an après on dit là ça baisse, sauf s'il y a un incident très grave, comme ce qui s'est passé au Mali. Deuxième truc, c'est qu'on doit être capable de financer notre croissance organique sans venir vous demander de l'argent. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait assez de fonds pour pouvoir le faire. Et troisième chose, il faut qu'on respecte les ratios prudentiels des banques centrales avec les coussins qu'il faut. Voilà. En respectant ces trois critères, on arrive à réduire le payout ratio. Aujourd'hui, il est à 80, peut-être qu'il peut être à 70 l'année prochaine, je ne sais pas, mais en tout cas, on essaie de respecter ces trois contraintes. Donc voilà, je pense que j'étais clair. Merci. Merci beaucoup. On passe au Sénégal, avant-dernier pays. On terminera par la Côte d'Ivoire. Alors, donc le Sénégal, donc on garde le meilleur pour la fin. Donc, les meilleurs pour la fin. Non, c'est pas vrai en plus. Donc le Sénégal, donc c'est un pays, comme vous savez, donc qui est en forte restructuration, enfin, qui a lancé pas mal de projets, de nombreux projets d'infrastructure, donc une économie très dynamique, à l'instar de la Côte d'Ivoire. Donc cette année, il y a eu le lancement de la station de désalination, du stade, la phase du TER, enfin bref, je pense que vous en avez tous entendu parler. On a gagné ils ont gagné la CAN, très important. Merci Abderrazak. Donc les conséquences pour BOA Sénégal, donc on le voit, elles sont aussi positives. Donc une forte hausse du total bilan, donc de plus de 10%, soutenu aussi par des fonds propres qui croient 2 fois plus, un PNB qui croît de 13% et un résultat qui explose à 41%, donc qui a atteint les 15 milliards de francs. Donc un bon niveau de ROE, donc 26%, et pareil un ROA de 2,4%. Donc comme vous l'avez compris, donc de très bonnes performances commerciales. Donc sur les dépôts, donc grâce à l'activité économique, donc tant pour le secteur que pour BOA, donc on a une forte hausse des dépôts, donc 22%. Pour BOA Sénégal, donc à l'instar des autres banques, cette croissance s'est faite en faveur des dépôts non rémunérés, qui représente quand même 59% du total des dépôts. Donc on va voir aussi, ça aura un impact sur le compte de résultat. Les crédits, donc BOA Sénégal a été la croissance était un peu plus modérée que le secteur, mais c'était volontaire. Donc comme vous le voyez, la croissance elle s'est faite essentiellement sur les PME et sur les particuliers. Donc par exemple, en nombre de dossiers, la croissance des PME en encours qui est de 14%, elle est de 58% en nombre de dossiers. C'est-à-dire qu'il y a eu un réel effort commercial de la part des équipes de la banque. Et le taux de concentration donc, des crédits est bas, a été ramené à un niveau un peu plus acceptable, on va dire, à 37% du total des crédits. Et donc, alors par contre, les volumes de trade, donc c'est une croissance un peu plus modérée, mais bon, quand même en croissance de presque 6%. Donc le Sénégal a pâti un peu de la situation au Mali, donc il y a eu un ralentissement sur les volumes d'opérations. Au niveau de la structure, donc il n'y a pas grand-chose à dire, des bilans stables, une forte croissance du niveau des dépôts, donc presque 80% du bilan, donc c'est assez fort. Et donc du coup, grâce à ça, la banque a beaucoup moins recours à l'interbancaire et améliore son coût des ressources. Donc au niveau des performances financières, donc la marge d'intérêt client donc, est en ligne avec la croissance des encours. Donc là pareil, il n'y a pas grand chose à dire. Donc c'est porté à la fois par l'amélioration du coût des ressources et par aussi l'amélioration des produits d'intérêt.
et les revenus nets sur titre, donc une croissance un peu plus modérée. Donc la banque subit plus que mes acteurs, parce qu'on a vu que l'encours des titres était en augmentation. Donc grâce à ça, j'ai oublié les commissions, donc pareil, un bond de 20% qui concerne tous les postes des commissions de la banque. Donc grâce à ça, BOA Sénégal affiche un PNB à 40 milliards, donc 40,5, en hausse de 13%. Donc toujours un travail sur les charges aussi, donc les charges qui augmentent que de 3%. Et donc la banque qui avait un coefficient d'exploitation autour de 50%, maintenant elle peut afficher un coefficient d'exploitation inférieur à 50%, donc de 46%, ce qui est un niveau très remarquable. Donc le RBE augmente à 24% cette année. Le coût du risque qui s'améliore également. Donc comme je vous disais, c'est des banques où tout va bien. Il se chiffre donc à 1,8% des encours de crédit. Donc grâce à ça, BOA Sénégal affiche un résultat en hausse de 41%, comme je vous le disais. Donc au niveau du titre, la performance n'a pas tout à fait suivi, même si c'est une performance qui reste au-dessus du secteur financier et BRVM. Donc une croissance plus modérée, avec aussi une baisse des volumes aussi d'échanges par rapport à l'année dernière, sachant qu'il y avait peut-être des événements exceptionnels l'année dernière. Du fait de cette faible croissance, le BOA Sénégal reste sous-valorisé et elle affiche des niveaux de price earning et price to book vraiment inférieurs au secteur. Donc là, la banque traite à moins de 4 fois ses bénéfices, alors que à 2 fois moins que le secteur. Donc ce qui lui permet d'afficher quand même un niveau de rentabilité autour de 9%, qui reste supérieur au marché. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le Sénégal. Vous voulez rajouter quelque chose? Compléter que c'est une banque qui traite à un price to book de 0,8, c'est-à-dire elle traite à une décote de 20% par rapport à ses fonds propres. Donc ça veut dire que c'est une valeur, c'est des valeurs rares, c'est les pièces rares qu'on ne trouve pas, qu'on ne trouve plus là. Qui traite à 3 fois et demi, il va falloir acheter. C'est une banque qui va doubler les trucs. Donc, avis aux investisseurs, il faut y aller là. En tout cas, on n'a jamais vu ça, quoi. C'est vraiment les compagnies d'assurance, les OPCVM, il ne faut même pas réfléchir, quoi. Les yeux fermés là. Ok, donc voilà par rapport à ça. Peut-être que maintenant, on va peut-être parler de... Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Vous voulez qu'on passe sur le point suivant Si le marché Il y a une question là-bas, Amine, au fond à gauche. C'est le monsieur de la Proparco, c'est ça? Non? Bonsoir, moi c'est Yves-André Angomon, analyste financier chez Attijari Global Research. Il y a une question sur qu'est-ce qui peut expliquer le payout de BOA Sénégal qui est aussi faible par rapport aux autres filiales. Le payout est autour de 32%, alors que la banque est la plus rentable, je pense, du groupe, que ce soit l'année dernière que cette année. Donc, est-ce une stratégie disruptive par rapport aux autres filiales ou une volonté d'utiliser ses ressources? Merci. Alors, encore une fois, je répète, le payout est une résultante. Ce n'est pas une décision. C'est une résultante de pouvoir accompagner la croissance future, l'année prochaine. Donc, on a besoin de ressources. Vous voyez bien que vous avez un bilan qui grossit aussi vite. Il faut des ressources. Il faut des fonds propres. Si jamais je vous paye tout en dividende, l'année prochaine, je vais dire, les amis, il faut passer à la caisse, il faut augmenter le capital. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de vous servir un dividende qui augmente de 16% par rapport à l'année dernière, déjà. Et avec ça, on fait une croissance importante. On vous demande pas d'argent. Et avec l'argent que nous avons, nous sommes capables de... C'est pas un bilan qui a touché, comme au Bénin ou dans d'autres pays, qui a touché un terme de maturité qui croît plus fort. C'est un bilan qui est en pleine croissance. Il a besoin de plein de fonds propres pour pouvoir... Donc il faut recycler un maximum d'argent dans la banque pour pouvoir faire ses objectifs. Sinon, on va dire à M. Zampa Allégret, tu te calmes, arrête de bosser, il faut lever tes capitaux.
C'est un peu ça. Donc en réalité, c'est un peu ça. Mais encore une fois, vous, en tant qu'actionnaire, en tout cas l'actionnaire, il a quand même 16% d'augmentation de ses dividendes. Voilà, donc, voilà. Et donc, vous voyez bien que la valorisation, c'est une banque qui traite à 0,8 fois la book value. Okay. Et qui traite à 3,5 fois les bénéfices aujourd'hui. Ça n'existe nulle part au monde, ça. Ça, c'est des valeurs rares qui n'existent plus. Hein. Je veux dire, il ne faut même pas réfléchir. Ok, on passe au Mali. Côte d'Ivoire. Est-ce Excusez-moi. qu'il y a des questions à l'extérieur ou pas importantes? Non. On va traiter tout à la fin. Alors, sur la Côte d'Ivoire, vous connaissez la Côte d'Ivoire mieux que moi. C'est le poumon économique de la région. On peut en refaire les trucs. Alors aujourd'hui, le seul challenge qu'on voit au niveau de la Côte d'Ivoire, qui a déjà été pris en considération par les autorités, c'est le réaménagement du service de la dette, qui devient insupportable. Okay. À 46%, c'est énorme. Okay. Aujourd'hui, c'est qui est insoutenable. Donc aujourd'hui, l'effort il va là-dedans. C'est d'où le prêt qu'ils sont en train de prendre au niveau de la Banque mondiale. Ils ont même demandé un prêt de 3 mois ou 4 mois, tout de suite, pour pouvoir un bridge avant de pouvoir soulager ça. C'est ce qu'ils ont fait au Bénin. Au Bénin, on était à 70% de service de la dette, on est passé à 30%. Donc les Béninois ont pris le devant là-dessus, les Ivoiriens suivent, c'est naturel, ça va se faire. Donc c'est ça les choses essentielles. Dans les atouts, bon, je ne vais pas citer les choses qu'il y a, mais c'est une économie qui bouillonne fortement, dans laquelle j'ai aucun souci par rapport au potentiel de cette économie, qui est loin d'être... Alors sur la partie bilan, vous voyez bien, on a un bilan qui croît à 2 digits, pratiquement à 18%, c'est énorme. Ok, donc il y a un rattrapage qui s'opère sur tous les compartiments, aussi bien les fonds propres, le PNB, le résultat net. Je vous laisse apprécier un ROE de 26% et un ROA de 2,6%. Bravo au management. Alors, sur les dépôts, on a fait une croissance de 18%, c'est énorme, sur un marché qui est en retrait de 4%. Le marché est en baisse de 4%, on a fait plus de 18%. Donc on a pris des parts de marché très fortes. Probablement, il y a la sortie de BNP Paribas, peut-être, qui explique ça aussi, du marché. Donc c'est une croissance très forte. Le crédit, on a une croissance pratiquement de 30%, 28%. Et vous voyez bien l'effort qui a été fait. Là-dessus, le crédit et ces crédits-là vont produire leur plein effet à partir de 2023, parce qu'ils ont été faits pendant l'année 2022. Et la transformation est largement basse, donc on a encore des potentiels très forts pour pouvoir continuer à distribuer des crédits d'une façon assez agressive. Les titres de placement, ils sont là, vous les voyez bien, une croissance de 25%, et le trade qui croît à peu près de 11%. On a fait à peu près 2800 milliards de francs CFA, 2800 milliards de francs CFA d'opérations de trade. C'est énorme. Okay, en 2022, contre 2200 milliards d'opérations de trade réalisées en 2021. C'est quand même, ça devient, on approche les 3000 milliards. C'est pas. Et au niveau du canal digital, on est pratiquement à 48% des opérations d'agence déportées sur le canal digital. Donc on libère les effectifs, on libère le staff des tâches administratives sans valeur ajoutée pour les faire au niveau du digital. Alors, les structures bilancielles, on voit bien que la quote-part des dépôts à droite, elle est à 77% du bilan, à peu près. Donc mais au niveau à gauche, les créances clientèle, ils passent de 42 à 46%. Ça, c'est la baisse des titres de placement. C'est les autres départements qui ont baissé. Compartiment, c'est probablement interbancaire au profit des dépôts, des créances clients. Donc on prête l'argent beaucoup plus aux clients, ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, sur le compte résultat, on a une croissance, un PNB qui croît de 15%. Je vous laisse regarder un peu d'où ça vient. Ça vient aussi bien des commissions sur tous les compartiments, c'est positif. Donc 12% d'augmentation sur la marge, 19% sur les commissions, ça fait 15% de PNB. Les charges, il y a une bonne discipline financière sur les charges qui croît que la moitié de 7%, ce qui fait un RBE, qui est la valeur ajoutée créée par la banque, de 24% par an. C'est le moteur. Le moteur tourne à plein régime là. Okay.
on a un coût du risque qui augmente, mais bon, ça reste à un niveau de 0,8% tout à fait acceptable, et donc un résultat qui sort à 20 milliards en croissance de 21%. Voilà un peu l'image que je voulais vous donner. Alors, concernant le marché financier, le marché financier a totalement sanctionné cette banque. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. C'est à vous de me dire, vous êtes plus sur le marché que moi. En tout cas, 36% de baisse, c'est une catastrophe. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, voilà ce qui s'est passé. Et sur des volumes conséquents. Puisqu'aujourd'hui, les volumes ont pratiquement doublé. Hein. Ce n'est pas des baisses sans volume. C'est des baisses. Alors, soit il y a eu des retraits massifs des gens qui étaient dans les OPCVM, etc., qui ont forcé les OPCM à faire des sessions. Et il faudra que peut-être que les opérateurs ici nous expliquent ce qui s'est passé, mais il n'y a aucune raison. Et donc toute la baisse de moins de 36%, elle a été récupérée au premier trimestre à plus de 33%. Donc on a fait un... Ok, donc voilà un peu où est-ce qu'on se situe aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Et enfin, ici vous avez un peu la performance du titre qui a fait moins 36, que j'ai vu 33. Mais ici on a le rendement de dividende en 22 qui est à 16%. Je crois que c'est le rendement de dividende le plus élevé de la BRVM aujourd'hui. Je défie une entreprise de me dire combien ils ont payé de dividendes. Toutes. Sortez les boîtes télécom, je vous défie toutes. Il n'y en a pas une ici qui dépasse 16%, le rendement de dividende. Aujourd'hui, donc, c'est 2 fois les bons du trésor, voire 2 fois et demi les bons du trésor. Rien que pour ça, il faut acheter ça et aller à la plage. Et puis nous laisser travailler. Voilà un peu où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Et c'est une banque qui traite à... Je ne vois pas comment c'est le price to book derrière, parce que ça n'apparaît pas. C'est pas... Bon, ici, on voit un price earning ratio en haut à droite de 3,7. Donc ça veut dire que c'est comme le Sénégal, c'est des banques qui sont en solde, il faut acheter maintenant, avant que ça monte. Voilà. Voilà. Il faut profiter des soldes. Donc voilà. Alors la synthèse de tout ça, c'est quoi l'histoire? C'est que ici vous avez la performance des différentes banques qui ont fait, donc c'est la performance, le dividend yield, la croissance du bénéfice. Donc ici vous voyez bien, par exemple le Bénin, une croissance du bénéfice de la banque c'est 15% et la performance du titre c'est 12%, on veut dire que ça va ensemble. Le Burkina, une croissance du bénéfice de 20% et une croissance du titre de moins 16%, sanctionné. La Côte d'Ivoire, croissance des résultats de 20,6%, sanctionné par le marché, moins 36%. Le Mali, croissance de 17%, sanctionné le titre par moins 5%. Le Niger, croissance 7,8%, il a été surencouragé par le marché. Le marché a plus payé que la croissance. Et le Sénégal, 40% de croissance et 4% de titres. Voilà. Donc on voit ici qu'est-ce qui a été, je vous laisse tirer vos conclusions tout seul. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci Amine. Est-ce qu'il y a une ou des questions sur la présentation BOA Côte d'Ivoire avant de passer aux questions plus générales? Une question d'un intervenant en ligne. Il y a déjà la question tout à l'heure du Bénin qui a été posée. Oui. On peut répondre maintenant. On peut installer les directeurs généraux en attendant. Absolument. Donc on va demander aux directeurs généraux de prendre place là sur les fauteuils. On ne les a pas mis plus tôt, sinon vous auriez eu des problèmes pour voir. Et donc, je crois que j'ai un problème de pile sur ce micro. On va commencer par les questions reçues en ligne. Alors celle d'abord du Bénin, du monsieur du Bénin tout à l'heure. Donc pour Sadio Cissé. Je peux avoir un autre micro parce qu'il y a un problème de pile. Sadio Cissé, il y a un monsieur au Bénin qui demande qu'est-ce qui explique la première place perdue en 2022 donc, et comment on pourrait rattraper en 2023. Donc Sadio Cissé, BOA Bénin. On répond au fur et à mesure ou bien c'est comment? On répond? Je peux répondre directement? Oui, vas-y. Ok, merci. C'est vrai que c'est une question à laquelle on pouvait s'attendre parce que effectivement, BOA Bénin a été la première banque du pays depuis plusieurs années. Aujourd'hui, effectivement, l'État a créé une banque qui
qui a bénéficié des conditions justement pour mettre cette banque en première position en fin d'année, grâce à des opérations très remarquables. Alors, il pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, je le rassure un peu parce que déjà en janvier, les ressources de cette banque ont baissé plus que celles de BOA Bénin. Donc, l'encours des dépôts a dépassé celui de cette banque-là. Je pense que cette banque a été créée pour justement s'afficher dans cette position. Donc, en tant que banque précédemment leader du marché, qui reste avec des fondamentaux très solides, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de souci à se faire. Les chiffres ont été présentés, tous les fondamentaux sont solides. Donc je rassure l'interlocuteur pour lui dire que tout va bien pour BOA Bénin. Merci. Merci Sadio. On va passer à une question qui nous vient du Burkina Faso, d'un média qui s'appelle L'Économiste du Faso, que Faustin connaît bien. Quel est le niveau d'intervention de BOA Burkina sur le marché des titres? En fait, comme Faustin Amoussou, hein, pardon. En fait, sur le marché du Burkina Faso, le marché des titres, la BOA Burkina Faso, elle est très dynamique parce qu'aujourd'hui, le niveau des engagements de BOA sur l'état du Burkina Faso, il est très important, près de 100 milliards de francs CFA. Et donc, et on continue de soutenir cet État en dépit, en fait, des difficultés qui ont été, disons, émises tout à l'heure. Merci Sadio. On passe à une question pour le Mali. Georges Nabi est le directeur général de BOA Mali. Je crois que ça vient d'un collègue. Globalement, alors c'est une question un peu difficile, hein. Bon courage. Globalement, peut-on dire que la situation économique du Mali est stable? Voilà, oui monsieur, c'est bon. Attendez. Et merci pour un deuxième micro de ce côté-là. Merci. Alors, je dirais oui. Vous savez que le Mali a connu des difficultés, enfin, l'embargo sur l'année 2022, 6 mois d'embargo, coupé du système financier sous-régional. Mais c'est un pays qui a montré quand même de la résilience, même si le contexte est quand même difficile. Mais c'est un grand pays et nous espérons que la situation sera meilleure en 2023. Alors, Chris Kossa, je pense que c'est un collègue aussi, BOA Sénégal. Pourquoi BOA Sénégal a-t-elle augmenté le montant de ses dividendes? Le DG de BOA Sénégal, Abdel Zampalegré. Merci beaucoup. Pourquoi BOA Sénégal a augmenté le montant de ses dividendes? On vient de l'expliquer tout à l'heure. Les résultats ont cru, mais le président du groupe a donné 3 directives tout à l'heure. Donc il fallait respecter les ratios prudentiels, développer la banque sans recourir aux actionnaires et surtout assurer une régularité du dividende. Comme on l'a dit, on ne veut pas avoir un dividende qui fasse le yo-yo. On paye un montant fort cette année, après il y a une décroissance. Donc c'est en prélude à tout ça que voilà, la résultante, donc il y a un calcul qui a été fait. Et aujourd'hui, BOA Sénégal est en mesure de proposer 32% de dividendes, en augmentation de 16% néanmoins par rapport aux dividendes servis l'année dernière. Donc il faut retenir que c'est pour consolider la banque, qui a son bilan qui est en train de croître. La banque est en train de devenir une des banques les plus importantes du système bancaire sénégalais. Et si nous voulons continuer à nous développer, il nous faut beaucoup plus de fonds propres, d'où cet arbitrage qui a été fait, mais en tenant compte aussi également de l'attractivité pour les actionnaires. Merci. Une question dans la salle? Oui, allez-y monsieur. Il faut prendre un micro pour que les internautes puissent entendre. Merci. Merci. Moi, c'est Symphorien Gadji de Coris Boost. En fait, je crois qu'il y a eu 2 communications du montant des dividendes qui ont suivi. Donc, on souhaiterait avoir l'explication, en fait. Il y a eu d'abord une première communication et il y a eu une annulation et une autre communication par rapport à la hausse.
l'erreur est venue il y avait un mauvais fichier qui avait été communiqué dans un premier temps. Et qu'on a dû corriger, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur de la Banque centrale, je ne connais pas votre nom. Monsieur Fofana, Banque centrale. Merci. Alors, ma question est d'ordre général. Monsieur le président du groupe a indiqué que la stratégie actuelle du groupe visait à augmenter sa part de financement, la part de financement aux PME, et dans un contexte en fait, qui est caractérisé par une hausse des taux d'intérêt. Alors, on sait très bien que ces entreprises sont assez fragiles, les TPE et les PME. Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait impacter négativement la qualité de votre portefeuille de crédit? Dans le modèle triennal qui a été mis en place, on a bien pricé la PME en visant un risque voulu et non subi. Donc on a mis en place des niveaux de coût du risque de 3 à 4% des fois. On accepte ce niveau de risque, c'est volontaire, on l'a pricé. Aujourd'hui, on s'attend à ce que le taux d'usure déjà soit remonte, parce que c'est une formule qui est calculée par la Banque centrale et qui est une formule moyenne du marché qui va normalement répercuter d'une part, mais en plus aujourd'hui nous avons des outils de risque quantitatif qu'on met en place, nous avons la garantie qu'on a signée avec AFC tout à l'heure, qui nous protège, puisque la moitié du risque est supporté par la SFI sur ces dossiers-là. Donc il y a tous les ingrédients pour qu'on puisse réussir cette victoire. Donc on se bagarre dans ce sens-là, c'est évident. Maintenant, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on essaie d'essayer de regarder les secteurs champions du pays sur lesquels il y a des vraies stratégies économiques de l'État, les priorités où est-ce qu'elles vont, et on va voir les écosystèmes qui gravitent autour. Si c'est le secteur du bâtiment, ben on va aller voir les grands corporates de bâtiment, on va voir tous les fournisseurs qui sont autour, qui sont les PME autour. On va essayer de les amener dans, etc. Donc c'est une approche granulaire qu'on fait par secteur sectoriel. Bon, on avance, bien sûr, on pilote ça régulièrement. C'est clair que quand on sent une détérioration, on ferme les robinets. Mais quand on ferme trop fort les robinets, on a un coût du risque qui est trop bas. Donc il faut les réouvrir. Il faut toujours avoir le compteur sous les yeux en se disant quel niveau de risque je vais avoir. Voilà un peu l'approche. Donc aujourd'hui, pour l'instant, on est confiant, il n'y a pas péril dans la demeure. Il faut plutôt faire l'inverse. Il faut pousser les directeurs à prendre plus de risques. Ils ne veulent pas. Ils ne sont pas habitués. Quand ils voient 1%, ils paniquent. Ils leur disent c'est normal, il faut prendre 1%, il faut avancer. Il faut avancer. Voilà. Autre question sur les PME peut-être aussi? Encore? Non, on change de sujet. Bon, c'est une question, on va dire globale, bon, surtout destinée à BOA Mali. Vu la situation sociopolitique au niveau de BOA Mali, est-ce que vous ne craignez pas une sortie du pays de la zone franc? Quelles sont les dispositions que vous pourriez adopter si cela se présentait? Ça peut arriver. Hein. J'ai une autre question sur BOA Mali aussi, par rapport à la cybercriminalité. J'ai vu passer sur LinkedIn qu'il y a eu des informations à caractère confidentiel de certains clients qui étaient relayés sur les réseaux sociaux. Donc, surtout que vous avez opté pour la digitalisation, quelles sont les dispositions que vous prenez ou que vous allez prendre pour protéger vraiment ces genres d'informations? Merci. Merci. Concernant la première question, comprenez que je ne puisse pas répondre à cette question parce qu'elle est de nature un peu politique aussi. Je ne saurais vous dire si le Mali va rester ou elle va partir. C'est une question difficile à répondre. Mais sur la deuxième question, effectivement, il y a eu plutôt une tentative d'intrusion dans notre système informatique qui a été rapidement bloquée. Hein. Intrusion qui a été circonscrite à la messagerie par un poste qui était ouvert, mais très rapidement, cette intrusion a été bloquée. Ça a fait beaucoup de bruit, mais en réalité, derrière, il n'y avait pas grand-chose, mais c'est comme ça les réseaux sociaux. Donc, des mesures ont été prises pour renforcer davantage la sécurité. Il n'y a pas eu d'impact financier,
ni rien. Donc, c'est vrai qu'avec le digital, que ce soit chez nous ou ailleurs, le phénomène de hacking est beaucoup plus courant. C'est un risque auquel nous faisons face dans le groupe et nous investissons beaucoup dans la sécurisation de nos systèmes. Voilà, merci. Alors j'ai deux questions sur le Mali encore, deux questions qui se croisent. La première d'un média qui s'appelle L'Alerte. Quel est l'impact de la situation sécuritaire et politique sur l'environnement économique au Mali? Bon, on tourne autour du même thème. Et la deuxième question, quel est le volume d'investissement donc, de la banque pour soutenir l'économie malienne, très mal en point selon certains investisseurs? Georges, c'est toi qui t'y colle encore. Merci. Donc la situation économique, j'allais dire à l'image de ce qui a été présenté, donc les effets de la conjoncture mondiale et de la conjoncture sous-régionale, mais c'est vrai que la spécificité, c'est le problème sécuritaire. Nous avons une bonne partie du territoire qui est en insécurité, mais le pays a quand même quelques leviers. Il y a l'or, les mines sont beaucoup plus vers le sud. Il y a le coton, c'est que la campagne 2021-2022, le Mali a retrouvé sa première place de producteur de coton. La campagne 2021-2022, pas celle en cours. Donc, c'est un pays qui a du potentiel, même si effectivement, il est impacté par les diverses crises mondiales et sous-régionales du moment. C'est ce qui justifie que nous y allons avec beaucoup de prudence, mais nous sommes dans le pays, nous devons accompagner le développement du pays et c'est ce que nous faisons. Voilà. Donc, globalement, nous accompagnons le financement d'abord de la clientèle pour environ 300 milliards et nous accompagnons l'État aussi dans ses émissions de titres pour le financement de ses besoins. Merci bien. Alors, j'ai une question qui vient du Niger. Après ces années post-Covid, comment votre structure s'en est sortie en matière de perspectives commerciales? Quel est l'objectif de la BOA Niger d'ici 2025? Mais je crois que la présentation donc, y a au moins partiellement répondu, mais si Sébastien, tu veux compléter. Oui, merci pour la question. Effectivement, donc, comme la zone et tous les pays du monde, la Covid a affecté les économies. Le Niger n'a pas été épargné, mais le système bancaire et particulièrement la BOA a fait preuve de résilience. Et nous avons pu résister. Et nous avons relancé l'activité de la banque donc, au lendemain donc, des levées des mesures restrictives. Donc l'année qui a suivi a vu les fondamentaux de la banque s'améliorer. Et sur cette lancée, nous avons bâti un PTD avec beaucoup d'ambition de croissance. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les chiffres qu'on vient de présenter, où les fondamentaux sont bien préservés, avec un résultat en amélioration, je crois que nous allons continuer cette lancée avec le potentiel que regorge le pays, avec les soutiens qui s'annoncent au niveau international, et avec les secteurs miniers qui présentent de bons potentiels, notamment le pétrole dont l'exploitation va commencer en fin d'année et qui va doubler la capacité de production du pays. Je crois que nous sommes sur une bonne tendance et la banque s'inscrit dans cette dynamique et profitera de toutes les opportunités qui s'offrent pour améliorer ses fondamentaux. Merci. Alors, on va terminer peut-être avec une question qui vient de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les perspectives de BOA Côte d'Ivoire pour l'année 2023? Merci. Je crois que les perspectives, il y avait je crois, le CEO a évoqué la croissance des crédits et des dépôts. Et il a dit que les impacts seront ressentis plus tôt durant le premier semestre. Pourquoi? Parce que la croissance a pris surtout à partir du mois de novembre, octobre, novembre et décembre. C'est là où il y avait eu cette croissance de 25, de 26% de crédit, mais également des dépôts. Et à partir
partir du premier semestre, il y aura une augmentation des marges, mais également l'augmentation des commissions, ce qui fait les perspectives en 2023 sont excellentes. Merci. Bien, c'est sur cette note optimiste qu'on va refermer cette session. Nous vous remercions d'être venus. On était 118 ce soir dans la salle et 60 en moyenne en ligne, donc je pense que c'est une belle audience. Et on vous donne rendez-vous, bien sûr, l'année prochaine à la même époque. Merci, rentrez bien. Au revoir. Merci, rentrez bien et à bientôt. Au revoir.